Mais merci pour l'invitation, hein, merci à l'AMCAR, merci à sa présidente, merci à tous les membres du comité d'organisation. C'est un immense plaisir et un honneur d'être ici. Donc on va discuter des valvulopathies aortiques asymptomatiques. Et donc, on va commencer par le rétrécissement aortique. Et d'entrée, quand on parle de valvulopathie asymptomatique, il faut absolument vérifier que le patient est asymptomatique. Donc, bien sûr, vous avez l'interrogatoire qui est très important, mais il faut tester quand c'est possible, et c'est quand même possible chez la majorité des patients, le patient à l'effort pour vérifier qu'il est asymptomatique. Quelle que soit la modalité d'effort, ça peut être une épreuve d'effort classique, une épreuve d'effort cardio-respiratoire, un écho d'effort. Et par cet examen, vous allez dépister 30% environ de patients, 30 à 35% de patients qui finalement sont symptomatiques, et donc chez qui vous allez discuter la chirurgie si le rétrécissement aortique est serré. Donc ça, c'est un point fondamental. Et dans notre pratique en Europe, on n'évalue pas assez les patients asymptomatiques à l'effort, et vous voyez que pour les rétrécissements aortiques, asymptomatiques, serrés, eh bien, il y a simplement 6% dans ce registre européen qu'avait rapporté Bernard Young il y a quelques années, de patients qui avaient eu un test à l'effort. Alors, on connaît les recommandations, là, publiées en 2001 pour le patient asymptomatique. Vous avez des recommandations de classe 1, fraction d'éjection inférieure à 50%, mais il faut avouer que c'est extrêmement rare d'avoir un patient avec un RAC réellement serré, une fraction d'éjection inférieure à 50% et qu'il soit asymptomatique. Ça, c'est vraiment très rare. Si on démasque des symptômes à l'épreuve d'effort, ben, il n'est plus asymptomatique. Donc ça, ce sont des classes 1 pour envisager quelque chose sur la valve. Et puis, vous avez ce qui avait été ajouté, on y reviendra, une fraction d'éjection inférieure à 55%, donc considérez la chirurgie ou le TAVI chez les patients qui ont une FE entre 50 et 55%, donc un peu plus tôt. Et puis un point très important, il n'y a pas beaucoup de littérature, donc c'est une classe 2A, c'est le profil tensionnel à l'effort, c'est un des autre point important de réaliser un test d'effort, dépister les faux asymptomatiques et regarder le profil tensionnel. Et si vous avez une stagnation, une chute tensionnelle, c'est un patient a priori grave qui a plutôt une dysfonction VG. Et donc là, il faut discuter la chirurgie. La chute de 20 mm de mercure est peut-être un petit peu trop sévère. Une simple diminution, une stagnation est déjà un point inquiétant. Alors après, il y a des rétrécissements aortiques asymptomatiques qu'on va opérer parce qu'ils sont serrés, mais aussi très serrés. Et pour donner les valeurs classiques, on va le considérer très serré quand le gradient sera de plus de 60 mm de mercure ou la vitesse maximale aortique de 5 mètres par seconde. On discutera aussi le remplacement si c'est un progresseur rapide ou si on a un BNP franchement élevé ou un BNP qui augmente beaucoup lors du suivi, ne s'expliquant pas par une autre pathologie. Alors ce papier est intéressant parce que c'est un essai randomisé publié il y a quelques années et qui enfonce le clou pour les patients qui ont un RAC très serré. Vous voyez que la surface aortique était comme critère d'inclusion inférieur à 0,75 cm², que le gradient moyen est en moyenne à 60 mm Ag. Alors c'est une petite série, c'est des patients jeunes par rapport à nos patients en Europe. Et vous voyez que la chirurgie précoce, donc c'est une étude chirurgicale, était intéressante chez ces RAC plutôt majoritairement très serrés par rapport au suivi classique. Alors, ça, c'est des données qui montrent qu'il ne faut pas attendre, si le patient est asymptomatique, la chute de la fraction d'éjection en dessous de 50%, il va devenir symptomatique avant, mais on peut intervenir sur ces travaux qu'on avait publiés il y a quelques années, vous voyez, dès que la fraction d'éjection atteint 55%. Ensuite, dans les recommandations, on ne parle pas d'échocardiographie d'effort, on en parlait dans le temps, mais ça a été retiré. Il y avait le gradient qui augmentait de plus 20 mm de mercure lors de l'échocardiographie d'effort, mais finalement, il y a eu un travail de Bichat qui n'a pas retrouvé les mêmes résultats, ce qui a abouti à retirer cette recommandation. On pourra en discuter, mais on va le revoir tout à l'heure, l'échocardiographie d'effort ou le test d'effort a vraiment un intérêt vraiment primordial, comme je l'ai déjà dit. Alors,
il y a le strain, donc vous en avez discuté ce matin avec Eric, vous en avez vu les limites au niveau de la reproductibilité entre deux observateurs, entre deux machines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature avec la valeur seuil en valeur absolue de 15%, qui serait chez le patient asymptomatique prédictif des événements, mais en raison des limites qu'a souligné Eric ce matin, ça n'est pas entré pour l'instant dans les recommandations. Et dans une méta-analyse d'il y a quelques années, cette valeur de 15% avait été aussi trouvée. Ensuite, on a parlé aussi IRM, et donc il y avait l'idée que les patients avec de la fibrose focale du rehaussement tardif et qui étaient asymptomatiques étaient plus graves, avaient une dysfonction VG plus grave, notamment une dysfonction diastolique, et que cette fibrose, ce rehaussement tardif pourrait être un bon trigger pour considérer le remplacement valvulaire aortique dans ce contexte de patients asymptomatiques. Et donc il y a toute une série de travaux rétrospectifs qui en fait n'incluaient pas des patients symptomatiques, mais des RAC serrés tout venant, qui montraient la valeur prédictive de ce rehaussement tardif. Et là, récemment, on a eu cet essai randomisé qui a été publié l'année dernière, l'étude EVOLVE. Vous voyez, alors le recrutement a été assez difficile, et il a été difficile de trouver des RAC asymptomatiques avec du rehaussement tardif. Il y a eu finalement 224 patients recrutés, ce qui était beaucoup moins que ce qui était prévu, qui avaient des RAC serrés, qui ont été suivis, vous voyez, un peu plus de 3 ans, FE supérieur à 50%. Donc c'était des patients quand même assez graves, parce qu'ils avaient du rehaussement tardif en IRM, et ils avaient de l'hypertrophie, pour la majorité, en échocardiographie, de l'hypertrophie ventriculaire gauche, ou une troponine ultrasensible augmentée. Et donc le endpoint primaire était la mortalité, une hospitalisation reliée à la sténose aortique non planifiée. Et donc les patients étaient randomisés, ces patients avec de la fibrose, en attitude classique ou changement de la valve précoce. Et donc, ce qui a été dit sur cette étude, ce que vous allez voir que les résultats ont déçu les promoteurs, c'est que finalement dans le groupe chirurgie précoce, ben, vous voyez, l'intervention a été réalisée avec un petit peu de délai, parce que vous voyez que dans le groupe chirurgie précoce, elle va jusqu'à 1 an. C'était pendant la période Covid, avec un délai moyen entre l'inclusion et le remplacement valvulaire aortique dans le groupe Early Intervention de 6 mois. Néanmoins, si on regarde les résultats, vous voyez l'endpoint primaire, eh bien l'étude est négative chez ces patients à haut risque, puisqu'ils avaient de la fibrose et une HVG à l'écho. Et quand on regarde, alors ce endpoint comprenait la mortalité, mais quand on regarde la mortalité toute seule, eh bien elle aussi, elle est non significative. Et vous voyez que ce qui est intéressant, si l'on regarde la courbe du traitement conservateur, si je puis dire, du suivi clinique, et bien vous voyez que pendant les premiers 6 mois, il n'y a pratiquement pas de mortalité, donc je ne suis pas sûr que le fait que les patients aient été opérés réellement un peu plus tardivement dans le groupe early, pas immédiatement après l'inclusion, ait joué sur cette étude. Donc ça, c'est un point important et qui est un petit peu décevant pour le rehaussement tardif. Alors, on peut regarder le rehaussement tardif, qui est un reflet de la fibrose focale. On peut regarder aussi le volume extracellulaire, qui est un reflet de la fibrose diffuse, qui, elle, serait réversible après correction du rétrécissement aortique. Et il y a quelques données dans la littérature. Vous voyez une série chez des patients asymptomatique, qui est en faveur d'une valeur prédictive du devenir de ces patients, de cette fibrose diffuse. Et vous voyez à droite que la fibrose diffuse, quand on fait un modèle incluant la fraction d'éjection et le rehaussement tardif, serait meilleure que ces 2 autres paramètres. Enfin, c'est des données quand même très préliminaires, et donc il faut avoir confirmation, parce que cette recherche de fibrose diffuse, le volume extracellulaire en IRM, il faut regarder aussi sa reproductibilité de près, il nécessite un dosage de l'hématocrite au moment de la réalisation de l'examen, ce qui n'est pas toujours évident pour avoir un résultat fiable. On peut aussi regarder l'oreillette gauche, qui est quelque chose d'intéressant. Il y a quelques années, on avait regardé le volume de l'oreillette gauche. On travaille beaucoup là-dessus pour l'IM, mais pour le RAC, ça a aussi de l'intérêt, je crois. Et les gens qui avaient une oreillette gauche très dilatée, avec un RAC asymptomatique,
avait beaucoup d'événements sur le suivi, et certainement aussi que le strain de l'oreiller de gauche pourrait avoir un intérêt. On a publié avec Sylvestre Maréchaux un article là-dessus, mais là encore, il faut travailler. Alors, quand on regarde ces patients, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut opérer tous les patients asymptomatiques parce qu'on a des essais randomisés. Ici, vous avez l'essai Avatar, mais c'est une petite série de patients de 67 ans, un essai randomisé. Il y a eu vraiment beaucoup moins de patients inclus que prévu. Il a une faible puissance statistique. Et vous voyez que l'essai est néanmoins positif sur un critère primaire qui combine mortalité totale, infarctus et AVC ou insuffisance cardiaque, mais elle est négative quand on regarde les critères secondaires, c'est-à-dire les critères isolés, mortalité totale, décès cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors ensuite, on a eu l'année dernière cette étude qui a fait écrire partout qu'il fallait opérer tous les rétrécissements aortiques symptomatiques serrés, donc l'étude Early-Taver, publiée dans le New England. Mais quand on regarde un petit peu de près, il faut regarder de près ces papiers importants qui pourraient modifier nos pratiques, on s'aperçoit que ces patients considérés comme asymptomatiques, eh bien, dans les critères d'inclusion, on incluait les patients s'ils étaient capables, à l'épreuve d'effort, d'atteindre 60% de leur performance théorique. Donc on peut penser qu'un certain nombre n'étaient pas réellement asymptomatiques, et ça c'est un point important, parce que la force de l'étude, quand on en parle, c'est que tous les patients ont eu un test d'effort à l'entrée et étaient asymptomatiques. Quand on voit les critères sur l'épreuve d'effort, on peut en discuter. Donc l'étude est positive sur le critère primaire, décès, AVC et hospitalisation de causes cardiovasculaires non planifiées. Donc c'est un critère combiné. Quand on regarde la mortalité, ce n'est pas significatif. Quand on regarde les strokes, ce n'est pas significatif. Et l'étude est simplement significative pour ces hospitalisations non planifiées. Mais vous voyez que la différence, là je vous mets le critère combiné à droite, ne tient que pour les hospitalisations non planifiées pendant les 6 premiers mois. Et quand on regarde ce que sont ces hospitalisations, c'est d'état vie, donc qui ne sont pas vraiment un événement délétère. Donc c'est une étude qui peut être critiquée, à mon avis. Donc, je pense que, je vais revenir à la diapo précédente, parce qu'elle est importante, je pense que l'attitude préconisée par Erika Bergel est très bien. Rétrécissement aortique serré, pas d'indication selon les recommandations européennes. C'est des patients qui ont une écho d'effort à l'inclusion qui est, entre guillemets, négative. Donc il a poursuivi le suivi de ces patients en faisant une écho transthoracique tous les 6 mois, une échocardiographie d'effort tous les ans. Et donc, les patients étaient opérés quand ils avaient une écho d'effort positive. Vous avez les critères ou une indication ESC classique. Et vous voyez 199 rétrécissements aortiques serrés. Avec cette pratique, on opère quand c'est nécessaire. Et il n'y a pas eu de décès. Et il y a eu un délai moyen entre l'inclusion et le remplacement valvulaire aortique de 3 ans. Donc ça me paraît très raisonnable pour un rétrécissement aortique qui n'est pas très serré et réellement asymptomatique. Alors brièvement sur l'insuffisance aortique, parce qu'il y a moins de données. Donc vous connaissez les recommandations sur les diamètres, 50 et 25 mm par mètre carré, la fraction d'éjection. Et puis il y a la recommandation 2B pour des diamètres très bas, 20 mm par mètre carré, la fraction d'éjection à 55%. Donc il y a des travaux il y a quelques années sur des séries rétrospectives de patients symptomatiques ou asymptomatiques qui préconisaient d'intervenir très tôt dans l'IA asymptomatique à 20 mm par mètre carré. Donc c'est des valeurs très basses. Ensuite, on a eu cette série très intéressante de la Mayo Clinic chez des patients asymptomatiques. Donc là, on est dans notre cible et qui a montré finalement que le volume écho, le volume télésystolique écho était intéressant avec une valeur seuil de 45 millilitres par mètre carré. Et vous voyez, alors qu'ils avaient publié sur le 20 mm par mètre carré dans leurs études rétrospectives, dans cette étude-là, avec que des patients symptomatiques, le 20 mm par mètre carré n'était plus significatif et on arrivait à 22 mm par mètre carré. Vous me dites, c'est pas grand-chose, mais quand même, à 20 mm par mètre carré, vous opérez toutes les insuffisances aortiques asymptomatiques. Voilà. Et donc, le volume télésystolique était un élément intéressant. Donc, l'équipe de la Mayo a confirmé cette valeur du volume télésystolique. Et puis, dans ce papier, en combinant 3 marqueurs, ils ont identifié 3 marqueurs
qui était prédictif de l'outcome chez les patients asymptomatiques, l'AFE inférieur à 60% et le strain global longitudinal inférieur à 15%. Donc là-dessus, on peut certainement travailler. Et puis, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc ça, c'est encore des données de la Mayo. Dans l'insuffisance aortique. Alors ça, c'est une série où il n'y a pas que des patients asymptomatiques. Donc il faut regarder ce que ça donne chez les patients asymptomatiques. Mais comme dans l'IM, probablement qu'une élévation de la pression artérielle pulmonaire aurait un intérêt. Donc, enfin, l'IRM. Donc l'IRM est très intéressante pour quantifier, mais ce n'est pas notre sujet, là on est dans l'IA sévère, pour les volumes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une valeur proche de celle de l'écho, 43 ml par mètre carré pour le volume systolique indexé, VG, vous voyez, en IRM, qui est prédictif du devenir, et puis cette valeur de 110 ml par mètre carré du volume télédiastolique. Je vous rappelle que dans les recommandations européennes, on avait retiré le diamètre télédiastolique à 70 mm, et peut-être qu'il faut retravailler là-dessus. Alors la fibrose, dans l'IRM, il y a très peu de travaux, donc on ne peut pas du tout conclure là-dessus. Que vaut le rehaussement tardif? Il y a quelques travaux qui nous disent que ça a de l'intérêt, mais c'est vraiment des petites séries et ça n'intéresse pas les patients asymptomatiques. Donc pour l'insuffisance aortique, si vous avez une indication ESC, il faut vraiment y aller. Il est peut-être déjà un peu trop tard. La chirurgie doit être rapide. Si vous avez des facteurs de risque, c'est les facteurs dont j'ai parlé. Si vous en cumulez plusieurs, il semble raisonnable de discuter une chirurgie précoce, mais en prenant en compte évidemment le risque de la procédure, qui est chirurgicale dans l'insuffisance aortique le plus souvent. Et puis si vous n'avez aucun facteur de risque, il paraît raisonnable de surveiller le patient comme c'est recommandé tous les 6 mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.